Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du noyau sous-thalamique dans la physiopathologie et la thérapie de la maladie de Parkinson. Donc, pourquoi le choix du noyau sous-thalamique comme une cible thérapeutique chirurgicale de cette maladie? Donc, on sait, d'après ce que je vous ai montré auparavant, que le noyau sous-thalamique est une structure glutamatergique excitatrice des ganglions de la base et son mode de décharge embouffé après la déplétion en dopamine se traduit par une hyperactivité fonctionnelle qui va perturber les messages nerveux pour la sortie des ganglions de la base et la véhiculation de l'information vers le thalamus et le cortex. Et cette exagération de l'inhibition en provenance du globus pallidus externe vers le thalamus va provoquer ou va entraîner le freinage du mouvement, ce qui se traduit par une akinésie, donc un freinage du mouvement ou une difficulté à réaliser des mouvements. Donc, une équipe américaine dans le groupe de Malone de Long à Atlanta, le travail a été mené par Agay Bergman, ils ont proposé de faire une inhibition du noyau sous-thalamique par une lésion chez le singe MPTP. Donc, après qu'ils aient induit le Parkinson chez leur singe, ici ils ont utilisé le singe vert d'Afrique, et ils ont montré que la lésion du noyau sous-thalamique de façon unilatérale, peut provoquer une amélioration spectaculaire des symptômes moteurs, que ce soit la kinésie, la rigidité ou le tremblement. Mais malheureusement, ces animaux qui étaient améliorés sur le plan moteur, ils ont manifesté aussi des mouvements involontaires anormaux qu'on appelle les dyskinésies et que les animaux ne peuvent pas contrôler. Ceci était plus ou moins attendu dans la mesure où on sait que le noyau sous-thalamique, s'il est lésé chez un individu normal, suite à un accident vasculaire, ces individus vont développer des dyskinésies ou ce qu'on appelle aussi l'hémibalisme. Donc l'hémibalisme qui se traduit par ces mouvements anormaux, involontaires que l'individu ne peut pas contrôler. Et étant donné que donc la lésion du noyau sous-thalamique est une approche irréversible, on ne pouvait pas la proposer aux patients parkinsoniens dans la mesure où on va régler le problème de la kinésie par une désinhibition du mouvement et donc des mouvements exagérés. Donc c'était une approche non proposable à l'homme. Par la suite, nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est de remplacer ces lésions par des stimulations électriques du noyau sous-thalamique. Alors, quand on parle de stimulation, c'est vrai qu'on pense directement à une excitation et du coup, on se pose la question pourquoi proposer une stimulation électrique pour remplacer des lésions. Mais on verra par la suite que à partir des fréquences qu'on utilise, qui sont des fréquences de stimulation très élevées, au-dessus de 100 Hz, vous allez voir qu'on n'induit pas une excitation, mais on va reproduire exactement les mêmes effets que ceux d'une lésion. Donc ici, nous avons opéré nos singes, nous avons implanté des électrodes de stimulation chez le singe. Donc ici, c'est notre animal lésé de façon unilatérale. Donc on a implanté de façon unilatérale, du même côté où il y a la lésion des neurones dopaminergiques, une électrode de stimulation et on a envoyé donc des courants électriques à la fréquence de 130 Hz avec une largeur d'impulsion de 60 microsecondes et une intensité modulable en fait jusqu'à ce qu'on trouve l'intensité efficace qui induit une amélioration. Ici, elle était à peu près de 2 mA. Donc, ce qu'on voit, donc à gauche, j'ai mis l'enregistrement électromyographique, donc l'EMG du muscle normal, comme on le voit par-dessus, c'est au niveau du biceps du côté normal de l'animal. Vous voyez que le niveau du tonus musculaire est très bas, ce qui traduit une activité EMG complètement normale au repos. Et j'ai mis aussi l'enregistrement EMG au niveau du muscle rigide avant la stimulation, donc chez le singe, unilatérale qui a reçu une seule injection de MPTP. Donc on voit qu'on a un EMG avec une amplitude exagérée par rapport au muscle normal quand on enregistre l'EMG au niveau du biceps du côté donc parkinsonien. Et en dessous, donc vous avez cette activité exagérée de l'EMG et une fois on applique la stimulation, ici c'est marqué par la flèche
on, vous voyez qu'on arrive à normaliser complètement l'activité EMG. Donc on passe du stade de l'exagération de l'EMG à un stade où on a un EMG qui est tout à fait similaire à la situation normale si on le compare par l'activité musculaire de dessus. À droite, vous avez deux histogrammes. Un, donc avant la chirurgie, on voit qu'on a un tonus bas au niveau du côté normal et un tonus exagéré. Ici, c'est l'aire de la surface de l'EMG qui est mesuré. Donc, on voit que le bâton est très très élevé qui traduit une rigidité. Par contre, après la chirurgie et pendant la stimulation, donc à droite, vous voyez qu'il n'y a plus de différence entre les deux barres, ce qui traduit qu'on a un EMG qui est complètement normal. Donc, ceci montre qu'on peut améliorer le tonus musculaire qui traduit la rigidité par la stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique. Et donc, comme j'ai dit, c'est une fréquence de 130 Hz. Maintenant, si on se concentre encore plus sur la rigidité en enregistrant l'activité musculaire en réponse à des mouvements passifs, comme je vous ai montré précédemment, vous voyez que comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du bras rigide, en bas à gauche, nous avons une exagération de l'EMG en réponse au mouvement passif. Et à droite, quand on stimule, eh ben, on a une normalisation totale de l'EMG en réponse au mouvement passif. Donc on voit qu'il n'y a plus de différence avec la situation normale. Donc ce qui confirme une amélioration spectaculaire de la rigidité chez nos singes hémi-parkinsoniens. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la kinésie. Donc, vous vous rappelez que j'ai dit que nos animaux ont été conditionnés à réaliser des mouvements de flexion et d'extension. Donc, on voit à gauche le mouvement normal. Au milieu, après traitement MPTP au niveau du côté parkinsonien, on voit qu'il y a une perturbation de l'acte moteur, donc du mouvement d'extension ici. Et si on stimule l'animal électriquement, au niveau de son noyau sous-thalamique, vous voyez à droite, on a une normalisation totale du mouvement d'extension de l'animal. Donc, il n'y a plus de différence avec la situation normale qui figure complètement à gauche. Donc, et si on compare les vitesses, vous voyez qu'on a une amélioration très importante de la vitesse, une amélioration aussi de l'accélération, et ce qui est aussi spectaculaire, c'est le tonus musculaire en réponse au mouvement, que ce soit dans l'agoniste ou dans l'antagoniste, on n'a aucune différence avec la situation normale. Donc ceci montre qu'on peut améliorer tous les paramètres du mouvement chez nos singes traités au MPTP avec une stimulation électrique à haute fréquence du noyau sous-thalamique. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du tremblement. Donc sur cette figure, tous les traits verticaux que vous voyez à gauche en jaune traduisent le tremblement de l'animal. Donc, c'est une détection par accélérométrie. Donc, on voit qu'il y a du tremblement, l'animal tremble. Donc, ce qui traduit ces traits verticaux. Et dès qu'on envoie la stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique, on arrête totalement le tremblement. Donc, vous voyez qu'on n'a aucun tremblement durant toute la période de la stimulation. Et une fois on arrête la stimulation, il faut attendre quelques secondes pour que le tremblement revienne. Donc, vous voyez qu'on a cette stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique qui est très efficace aussi sur le tremblement, en plus de la kinésie et de la rigidité. Donc, en résumé, on voit que la stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique permet chez nos singes d'améliorer la kinésie, la rigidité et le tremblement de repos. Donc, c'est une approche neurochirurgicale réversible et elle a l'avantage de contrôler les effets secondaires tout simplement par ajustement des paramètres de la stimulation. C'est-à-dire qu'on commence avec des intensités de stimulation très basses et on augmente doucement jusqu'à ce qu'on obtienne un effet positif, donc un effet d'amélioration sur les symptômes sans aucun effet secondaire. Et souvent chez nos animaux, les effets secondaires ne sont obtenus que quand on utilise des intensités de stimulation très très élevées. Donc on a toujours une marge très importante entre l'intensité qui va induire cette amélioration spectaculaire des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson et les effets secondaires obtenus avec des intensités très très élevées. Donc, à partir de ces résultats positifs, nous avons proposé un transfert vers les patients parkinsoniens. Et nous avons surtout proposé cette chirurgie au début à des patients atteints d'une forme sévère de la maladie de Parkinson. Et comme le Parkinson est une pathologie bilatérale, tous les patients dans un stade avancé
ont leur Parkinson au niveau des deux côtés du corps. Donc, nous avons proposé une implantation bilatérale des électrodes de stimulation au niveau des deux noyaux sous-thalamiques des deux hémisphères. Et ensuite, nous avons proposé une stimulation chronique du noyau sous-thalamique. Alors, comment on procède? Comme vous le voyez sur cette image, on a une électrode à chaque côté. On la voit par transparence. Et chaque électrode va être connectée à un pacemaker qui est situé et implanté sous la peau au niveau sous-claviculaire. Donc, on fait une petite ouverture au niveau de la peau et on introduit ce stimulateur. On ne voit plus rien de l'extérieur et on connecte donc ces électrodes avec ce stimulateur qui va envoyer des impulsions électriques en permanence vers les deux noyaux sous-thalamiques pour améliorer la symptomatologie.